Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors ce que je vais faire dans celle-ci, c'est passer en revue 20 actions éligibles au PEA. Bien entendu, si vous aimez ces vidéos d'analyse technique, je vous invite à soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez également me retrouver sur Twitter. Je communiquerai dorénavant régulièrement sur ce réseau social. Comme d'habitude, petit rappel d'usage, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Ce rappel d'usage étant fait, nous pouvons commencer avec le titre LVMH. Alors on va passer en revue différentes actions en commençant avec les valeurs du luxe. Comme vous le savez si vous suivez mes vidéos d'analyse technique, je procède à une analyse technique en unité de temps mensuelle, c'est ce qu'on peut voir ici en haut à gauche. Alors on commence avec le titre LVMH. Je vous rappelle que lorsqu'on a ce genre de croissance, donc une croissance oblique du cours de bourse comme ceci, qui vient traverser l'écran de gauche à droite, c'est ce qu'on a ici. Généralement, c'est qu'on a affaire à une valeur de type stalwart avec une croissance relativement importante. Alors croissance importante pour un stalwart, c'est-à-dire de l'ordre de 5 à 7%, croissance des bénéfices bien sûr. C'est ce qu'on observe avec les titres, en tout cas avec les valeurs du luxe en ce moment. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que ces titres peuvent consolider de temps en temps et fortement consolider. C'est ce qu'on a vu ici en 2007-2009, puisque le titre LVMH avait perdu 55% de sa valeur. Et puis c'est ce qu'on observe de temps en temps avec des replis d'une vingtaine de pourcents environ sur le titre. Alors depuis 2009, le titre est en forte hausse, puisque le titre a pris, on va le regarder tout de suite, 1959%, donc quasiment 2000%. Ça veut dire que le titre est quasiment un 19 bagger, donc une très belle évolution du cours de bourse de LVMH. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un petit peu sur le graphique pour voir un petit peu ce qu'il en est au cours des derniers mois. Si vous avez regardé ma vidéo d'analyse technique sur les moyennes mobiles, vous savez que de mon côté, j'ai tendance à essayer de trouver des points d'entrée lorsque les cours se replient entre les zones rouges ici et les zones noires ici, donc c'est-à-dire entre les moyennes mobiles 34-37 périodes d'un côté et les moyennes mobiles 52-55 périodes de l'autre. C'est ce qu'on a pu observer dans le passé ici en 2011, ici en 2014 ou encore ici en 2016. On a observé également une mèche ici en 2020, donc en mars 2020, c'est potentiellement des points d'entrée à plus long terme sur ce genre de valeur, éventuellement sur les fast growers. Alors, ceci étant dit, on peut regarder et voir qu'historiquement, ce genre de titre a tendance à se replier sur son support long terme, c'est-à-dire l'oblique qui est ici en bleu. Et donc, on pourrait éventuellement à un moment avoir un retour du cours de bourse en direction, en tout cas sur l'oblique en bleu ici. Et donc, il n'est pas impossible à un moment qu'on assiste en fait à une forte correction sur les valeurs du luxe et sur LVMH en particulier. Alors pour le moment ce n'est pas le cas, je vais zoomer encore un petit peu ici. J'anticipais de mon côté un potentiel double sommet, donc c'était en octobre 2010, avec un double top ici, éventuellement une correction un peu plus profonde sur le titre LVMH. C'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire on a eu une cassure de la résistance qui était ici, et puis une accélération, donc c'est ce qu'on appelle un breakout, et donc on a eu une accélération haussière ensuite. Et donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais supprimer ce potentiel double top puisque celui-ci n'a pas eu lieu. C'est ça aussi l'analyse technique. Parfois, les choses ne se réalisent pas comme on les a anticipées. Donc je vais supprimer cette zone de résistance et puis on va observer quand même qu'historiquement on a des paliers, c'est ce que j'avais expliqué dans de précédentes vidéos. On a des paliers ici en noir, c'est-à-dire qu'on monte très fort et puis on vient consolider ensuite, éventuellement chercher la zone en bleu ici et puis parfois la zone, en tout cas les zones rouges et noires ici qui représentent potentiellement des points d'entrée à plus long terme sur ce genre de valeur. Donc on a cette étoile filante ici, en dehors de la bande de Bollinger supérieure, donc attention, signe de retournement baissier, en tout cas à court terme, c'est ce qu'on a ici. Zone de résistance ici, je la mets ici, et puis on voit que les cours sont venus bloquer sur cette zone et repartent légèrement à la baisse ici. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les cours vont se stabiliser ici dans la zone des 600 € environ pour repartir de plus belle? C'est pas impossible. Ou bien est-ce que les cours vont descendre un cran plus bas? C'est également possible. Donc pour ce faire, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du RSI. On voit qu'on a une contraction du RSI comme ceci, en zone haute. Je vais réduire ici la fenêtre. Donc on observe une hausse du RSI comme ceci, puis une contraction du RSI
au sein d'un rectangle comme ici et puis au sein d'un triangle. Donc on a une contraction de plus en plus forte. Et généralement, lorsqu'on observe ceci sur le RSI, c'est qu'on a des cours de bourse qui augmentent, en tout cas qui montent de manière relativement régulière. Alors si on se focalise maintenant uniquement sur le cours de bourse et uniquement sur les chandeliers japonais, on est dans cette zone. On a deux possibilités, donc un retour éventuellement sur la zone bleue, donc sur les moyennes mobiles 18-21 périodes ici, aux alentours de 535 €, ou éventuellement une contraction beaucoup plus marquée et puis un retour potentiel dans cette zone, donc plutôt entre les zones rouges et noires ici. On gardera à l'esprit qu'on a un Marubozu ici qui pourrait faire office de zone de support, en tout cas support ici. Donc je vais le placer ici. On a un Marubozu. Vous savez que le milieu du corps des Marubozu, je vais le remonter un tout petit peu, généralement le milieu des corps des Marubozu font office de zone de support, au moins à court terme. Donc en cas de repli, on aurait potentiellement un courant acheteur à nouveau dans cette zone aux alentours des 435 €. C'est tout ce qu'on peut dire actuellement sur le cours de LVMH. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'ici on est en zone de consolidation. En tout cas, on est rentré en zone de consolidation. On a bien une étoile filante ici, un retournement du marché, en tout cas à court terme, avec un avalement baissier ici au niveau de ce chandelier qui vient avaler le chandelier précédent. Et donc on va attendre de savoir ce qui se passe sur LVMH, à savoir une consolidation plus marquée ou une tentative de débordement de la zone des 700 €. De mon côté, je trouve la valorisation de LVMH très importante, notamment au regard du taux de croissance annuel des bénéfices qui est de l'ordre de 5% au cours des 5 dernières années. Donc on a un PER très élevé, des ratios de valorisation très élevés au regard d'un taux de croissance des bénéfices qui est correct, mais qui n'est pas non plus un taux de croissance extraordinaire. Ceci pour dire que je n'aurais pas forcément envie d'investir dans LVMH sur ces niveaux, mais j'aurais plutôt envie d'attendre un retour dans la zone 400-450 €, en sachant qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un retour beaucoup plus important, probablement une contraction beaucoup plus importante qui pourrait durer plusieurs années éventuellement, auquel cas les cours pourraient revenir sur le support horizontal oblique historique. Auquel cas, bien entendu, on pourrait assister à un retour du RSI en bas de zone ici, ou éventuellement en bas du graphique ici. Alors sur le titre Kering, on est sur la même logique, on a bien un support oblique historique comme ceci, donc on a également un stalwart avec une très belle croissance des bénéfices. Alors la croissance des bénéfices de Kering est plus importante que la croissance des bénéfices de LVMH, ce qui explique peut-être que le titre a pris davantage, en tout cas a cru davantage au cours des dernières années, en tout cas de la dernière décennie, puisque le titre est plutôt un 24 bagger environ, au vu des chiffres qui sont ici. Donc on a une très belle croissance de Kering, en tout cas des bénéfices de Kering au cours de la décennie passée. On voit que le cours était en zone ici, dans une sorte de biseau oblique ici. Et donc de mon côté, je m'attendais à un retracement potentiel, non seulement ici en cas de cassure, et on a eu une tentative de cassure ici. J'avais un objectif situé ici à 330 €, et puis un retour en bas du biseau qui est ici, donc dans la zone des 320-315 € éventuellement. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que les cours se sont finalement repris à la hausse ici, et puis le titre Kering est reparti de l'avant, puisqu'on est venu chercher les 800 € ici. On voit désormais qu'on a une contraction et un retour dans le biseau qui est ici. Donc de mon côté, mon point de vue n'a pas changé. Je pense que sur Kering, on pourrait observer un retour en bas du biseau. C'est ce qui se passe généralement avec les biseaux. La seule chose, c'est qu'on peut désormais dessiner quelque chose comme ceci. On a un biseau un peu plus pentu comme ceci. Pour le reste, l'analyse ne change pas, c'est-à-dire qu'à un moment, on aura probablement une cassure du biseau par le bas et une contraction beaucoup plus importante du titre Kering. Et donc, ça veut dire que le cours pourrait perdre encore éventuellement, je le mets ici, 45 à 50% environ. Alors bien entendu, ceci ne pourrait pas se produire sans une contraction majeure sur les valeurs du luxe. Ce qui veut dire que si on avait une forte baisse sur le titre Kering, on aurait potentiellement également une forte contraction sur les titres LVMH, Hermès ou Moncler notamment. Alors à plus long terme, on se rappellera également que le support est situé beaucoup plus bas, le support oblique est situé beaucoup plus bas, et on pourrait tout à fait imaginer à un moment, et c'est la même chose pour les autres valeurs du luxe, un retour comme ceci sur le support oblique
et donc on se méfiera sur les valeurs du luxe. L'idée, encore une fois, c'est que les valeurs du luxe sont très bien valorisées, et donc à un moment, on aura probablement une contraction des cours de bourse et une contraction des multiples de valorisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Kering, donc méfiance, méfiance ici, puisqu'à un moment on pourrait avoir une cassure du biseau par le bas et un retour dans une zone beaucoup plus basse, auquel cas de mon côté, si on se rapprochait du support oblique, une entrée sur Kering pourrait éventuellement m'intéresser, ce n'est pas le cas pour le moment. Un petit point rapide sur le RSI, ce qu'on peut voir c'est que les cours font des plus hauts de plus en plus hauts, mais le RSI lui fait des plus bas de plus en plus bas, toujours en fréquence mensuelle, et donc on se méfiera de cette contraction qui pourrait nous ramener dans la zone des 320-330 euros. Je n'ai pas changé mon avis. Donc méfiance au niveau du RSI, il faudra voir ce qui se passe ici sur la zone de support, et il faudra voir en particulier si le RSI vient casser cette zone de support, un peu ici comme en 2002-2003 ou comme en 2007-2009. Voilà, c'est tout pour le titre Kering, on va passer au titre Hermès. Alors sur Hermès, c'est la même chose, on a toujours ce support oblique historique, un très beau support oblique, on est toujours en vue logarithmique. Donc très belle valeur avec une croissance extrêmement régulière, donc valeur de type stalwart avec une croissance extrêmement régulière des bénéfices de l'ordre de 5 à 7% pour Hermès de mémoire. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est, je vais zoomer un petit peu, ce qu'on va voir ici, d'abord on va se rappeler que j'avais anticipé un potentiel retournement ici. C'est ce qu'on a eu ici, puisqu'on avait une étoile filante ici, et puis on a eu une accélération baissière, très forte accélération baissière, puisque le titre a perdu à l'époque, en tout cas, on va regarder ça tout de suite. Le titre a perdu, je me place ici, 29% à l'époque, avant de se reprendre. Donc ça, c'était bien entendu, c'était en mars 2020. Et puis depuis, le titre Hermès s'est envolé, puisqu'on est sur une hausse de, je vais le regarder ici, 161%. Alors, la question ici, c'est que peut-il se passer au niveau du cours de bourse d'Hermès? Le titre est très suivi et très recherché par les investisseurs. Alors, de mon côté, je pense comme d'habitude qu'un retour sur le support oblique historique n'est pas impossible. La question, c'est est-ce que celui-ci va intervenir prochainement ou dans un horizon plus lointain. Donc, je vais placer ce segment juste pour rappeler éventuellement qu'à un moment, on pourrait avoir un retour sur le support historique en ce qui concerne Hermès et comme pour toutes les valeurs du luxe. Donc sur Hermès, on regardera ce qu'il se passe ici au niveau des chandeliers. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'alerte en chandelier japonais. Je vais un petit peu zoomer. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on pourrait avoir un retour sur la zone ici en bleu, donc légèrement en dessous des 1000 euros, et potentiellement un retour plus marqué, auquel cas ici on aurait potentiellement une zone d'achat au moins à court terme dans la zone des 725-800 euros environ, si jamais les cours venaient se reprendre ici. En tout cas, je pense qu'on aurait un début de courant acheteur à nouveau dans cette zone si les cours venaient à se replier sur cette zone. On voit également que le support oblique se situe, vous voyez, pour 2023, si je prends mars 2023, dans la zone des 836 euros environ, ce qui veut dire que le potentiel de baisse est quand même relativement important, de l'ordre de 30%, mais qu'on devrait avoir une baisse relativement maîtrisée sur le titre Hermès, dans le cas où le titre venait chercher son support oblique historique. Donc pour le moment, aucune alerte, on a une belle hausse continue, le titre est très recherché, mais méfiance, comme pour toutes les valeurs du luxe, à un repli plus marqué éventuellement. Alors si jamais les cours venaient à se replier de manière plus importante, on n'oublie pas ici qu'on a un marteau et que le milieu de la mèche du marteau ferait probablement office de zone de support à plus long terme, donc je vais le mettre ici de manière colorée, pas oublier, et donc on pourrait éventuellement avoir un retour des acheteurs si jamais le cours d'Hermès venait à chuter fortement. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder la baisse que ça représenterait. On voit ici qu'on pourrait être sur une baisse de l'ordre de 57-58%, ce qui paraît énorme, mais c'est des choses qui sont possibles en bourse, il faut le garder à l'esprit. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié. Pour l'instant, il faudra regarder ce qu'il se passe au niveau des chandeliers dans les mois qui viennent. Au niveau du RSI, je vais dézoomer comme ceci. Au niveau du RSI, on voit ici qu'on a une zone basse située dans la zone des 40, ici, au niveau de l'indicateur technique. Et donc, ce qu'on peut anticiper éventuellement à un moment, c'est un retour du RSI 14 périodes en zone basse,
comme on l'a observé ici en 2002-2003 et 2007-2009 ici. Et donc il faut s'attendre à un moment à un retour du RSI en zone basse et donc à un retour des cours au niveau du support historique. Voilà, je pense qu'il est important de garder ça à l'esprit quand on est un investisseur de long terme sur le titre Hermès et sur les valeurs du luxe en général. Alors on va maintenant passer à Moncler, qui est une valeur du luxe que j'aime bien, une valeur italienne, qui a un taux de croissance des bénéfices extrêmement important, qui est une valeur beaucoup plus petite que les trois valeurs précédentes, mais qui possède en tout cas des taux de croissance extrêmement intéressants. Donc c'est une valeur de type fast growers. Alors sur Moncler, ce qu'on peut voir, c'est une très belle ascension du cours récemment. On voit qu'en mars 2020, le cours est descendu dans la zone des 25 € ici, et on voit que depuis, le cours s'est envolé de 140%. Donc on est sur la même hausse quasiment que les titres LVMH, Kering et Hermès. Donc sur Moncler, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait ici la formation d'un triangle haussier, donc triangle ici, triangle de consolidation avant une accélération haussière. Donc la question, c'était de savoir si ce triangle était un triangle de consolidation ou bien un triangle de retournement. On voit qu'on a eu ici une tentative de retournement qui n'a pas abouti, et puis les cours de Moncler sont repartis à la hausse. On est venu casser les précédents plus hauts avec une très forte accélération haussière ici, une formation en porte-drapeau ici, et puis une nouvelle accélération haussière très importante. On voit qu'au final, la hausse a été similaire aux hausses observées sur les autres grandes valeurs du luxe. Alors ce qu'on peut voir au niveau des chandeliers japonais ici, c'est premièrement un chandelier ici en dehors de la bande de Bollinger supérieure, donc très forte hausse, probablement trop forte hausse en tout cas à court terme, et donc contraction des cours. On voit ici qu'on a une étoile filante également en dehors de la bande de Bollinger. Vous savez que généralement c'est un signal que j'utilise, puisqu'on est en dehors de la bande de Bollinger supérieure et on ne touche pas la ligne de signal que j'utilise, qui correspond à une moyenne mobile exponentielle 3 périodes. Alors généralement on a un retournement dans la foulée, un retournement qui peut n'être que passager, mais retournement quand même. C'est ce que je vais mettre ici, on va le sauvegarder. Donc on a ce retournement ici. Je vous rappelle également que lorsqu'on a un Marubozu comme ceci, le milieu du corps du Marubozu fait office de zone de support, au moins à court terme. C'est ce qu'on a ici. On est venu chercher cette zone, on est remonté et puis on est en train de descendre. Alors on se rappellera également que le bas du Marubozu, en tout cas le bas du corps du Marubozu, fait office de zone de support. Alors on est sur un pseudo Marubozu, pourquoi? Parce qu'on a une petite mèche en bas, mais je considère ce chandelier comme un quasi Marubozu. Donc deux zones de support, celle-ci n'a pas tenu. Prochaine zone de support ici, on voit que les cours se sont repris à proximité de cette zone de support. Il faudra suivre ce qu'il va se passer dans cette zone. Alors quand c'est comme ça et qu'on a des sommets de plus en plus hauts, il est toujours bon de regarder le RSI, et on voit malheureusement que le RSI est en divergence, c'est-à-dire qu'on a des points hauts de plus en plus hauts sur le cours de bourse de Moncler, et on a un RSI qui lui fait des points hauts de plus en plus bas, donc divergence baissière sur Moncler, et donc il faudra se méfier. On pourra avoir un retour des cours en direction du triangle qui est ici, c'est-à-dire en direction des 40 € potentiellement, auquel cas on pourrait observer une contraction du RSI avec un retour du RSI en zone basse ici au sein du triangle qui est ici. Donc mon scénario privilégié sur Moncler, c'est potentiellement une consolidation pour avoir quelque chose comme ceci. Je vais le mettre comme ceci, et puis un retour des cours éventuellement comme ceci, aux alentours des 40 €. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Voilà, je l'ai mis en bleu comme ceci. Donc sur Moncler, on se méfiera, on pourra avoir une reprise haussière à court terme et puis une consolidation plus marquée ensuite en direction du support oblique qui est ici. Voilà, on va maintenant passer au titre L'Oréal pour regarder un petit peu ce qui se passe sur cette valeur. Alors on passe maintenant au titre L'Oréal, et vous voyez que là on va avoir des choses à dire également. Alors on a la même configuration que pour les valeurs du luxe, donc LVMH, Kering, Hermès notamment. On a ce fameux support oblique horizontal qui nous indique que ce sont de très belles valeurs à long terme, puisque les cours de bourse évoluent de manière haussière à très long terme. Cependant, ce qu'on peut dire ici, et ça peut nous servir à analyser les valeurs du luxe en général, c'est que lorsque les cours de bourse s'éloignent
fortement du support oblique. Ce qu'il se passe à un moment, c'est qu'on a soit un rattrapage, donc soit une rechute des cours de manière très marquée, soit on a une consolidation horizontale qui peut durer très longtemps. On le voit ici sur L'Oréal entre 1999 grosso modo et 2012. Ça veut dire 10 ans de consolidation horizontale, 10 ans pendant lesquels il ne se passe rien sur le cours de bourse jusqu'à ce qu'on rejoigne le support oblique historique. Et donc ça, c'est potentiellement ce qui pèse sur les valeurs du luxe, à savoir LVMH, Kering et Hermès, c'est-à-dire que si à un moment on n'a pas de correction très marquée, on aura à un moment une consolidation horizontale et donc des cours qui ne feront pas grand-chose pendant un certain temps. Donc je vais zoomer ici sur le titre L'Oréal, donc on regarde un peu ce qui se passe. On voit ici qu'on a un chandelier japonais très intéressant puisqu'on a une étoile filante ici située en dehors de la bande de Bollinger supérieure. Donc je vais encadrer ici ce chandelier japonais, voilà comme ceci. Vous savez que c'est un signal que j'utilise de mon côté, c'est-à-dire lorsqu'on a un chandelier, notamment un chandelier de retournement en dehors de la bande de Bollinger et qui ne touche pas la ligne de signal qui est ici une moyenne mobile exponentielle, 3 périodes. Généralement ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un retournement du marché, au moins à court terme, c'est ce qu'on a ici sur le titre L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est un peu comme toutes les valeurs du luxe. Vous voyez qu'ici, j'anticipais potentiellement un double sommet ici avec une rechute plus importante. On ne l'a pas eu. Et c'est aussi ça l'analyse technique, c'est que parfois les scénarios qu'on envisage ne se produisent pas. Et donc ce qu'on a eu, c'est plutôt une recherche de la part des investisseurs du titre L'Oréal, c'est-à-dire que les investisseurs ont préféré accumuler des titres L'Oréal. Et donc ce qu'on voit, c'est une hausse de, on va regarder tout de suite, de 106% entre le point bas de mars 2020 et puis le point haut qui est ici, donc si on prend celui-ci, en août 2021. Donc ces anciennes zones de résistance pourraient faire office de zone de support. Donc on va en conserver une, on va conserver la plus haute. Je vais enlever ces zones de résistance ici, basées sur les chandeliers japonais qui étaient ici. On a potentiellement une zone de support ici, située aux alentours des 275 €. On va conserver cette zone. Pourquoi? Parce que les cours pourraient revenir chercher cette zone. Alors pour des investisseurs à plus long terme, on pourra avoir un point d'entrée entre les zones rouges et noires ici. Vous savez que ce sont des zones que j'utilise moi-même pour entrer en position sur ce genre de valeur, ou éventuellement on pourrait attendre un retour des cours de L'Oréal sur le support oblique historique, donc ici en bleu. Au niveau du RSI 14 périodes, on a toujours la même chose, un peu comme sur les autres valeurs du luxe, c'est-à-dire qu'on est en zone haute et puis on a une contraction du RSI. Alors ici dans un triangle baissier, contraction du RSI, à un moment ce qui pourrait se passer, donc vous voyez que le triangle peut encore, en tout cas la contraction peut encore se poursuivre sur plusieurs années, éventuellement jusqu'en 2024. Peut-être 2025. Ce qui pourrait se passer à un moment, c'est une cassure de ce triangle par le bas et puis un RSI qui pourrait redescendre relativement bas ici avec potentiellement une forte correction sur le cours de L'Oréal. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur le titre L'Oréal, donc on gardera ça en tête, cette très forte consolidation horizontale ici qui pourrait se produire sur les valeurs du luxe qui sont à mon avis extrêmement bien valorisées en ce moment et donc qui ne présentent pas un grand intérêt à très long terme à mon avis. En tout cas lorsqu'on est un investisseur de long terme, je ne pense pas qu'il faille accumuler énormément de valeurs du luxe en ce moment. Celles-ci sont relativement chères et donc je pense qu'il y a mieux à faire avec son capital. Bien entendu, ce n'est que mon point de vue et non un conseil en investissement. Allez, on passe aux jeux vidéo et on va commencer avec le titre Ubisoft. Donc Ubisoft, on le voit, présente un graphique intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une sorte de cyclicité dans le cours de bourse d'Ubisoft. Pourquoi? Parce que cette cyclicité correspond tout simplement aux sorties de jeux vidéo. En tout cas, quand un jeu vidéo marche bien, le cours de bourse marche bien. Pourquoi? Parce que les bénéfices augmentent. Et lorsque les jeux vidéo marchent moins bien ou que les sorties de jeux vidéo sont reportées, bien entendu, le cours marche moins bien, c'est-à-dire qu'il a tendance à baisser. Alors sur Ubisoft, on voit des choses intéressantes. La première chose, c'est qu'on a ici un RSI en baisse qui se retrouve ici en zone de support historique. On le voit ici, je vais mettre le RSI. On voit ici qu'on a une sorte de support sur le RSI historique. Donc on pourra avoir un RSI qui vient chercher cette zone et qui vient construire un peu ici dans cette zone avant éventuellement de casser cette résistance oblique ici en bleu. Alors ce qui veut dire aussi potentiellement que le cours d'Ubisoft pourrait continuer à consolider un petit peu dans cette zone.
J'avais repéré ici potentiellement un double sommet ici, donc en rouge, avec deux objectifs. On avait un premier objectif ici à 54 €, donc double sommet ici, cassure de la zone de coût ici, et puis premier objectif. On voit que les cours sont venus chercher ce premier objectif, et puis potentiellement un second objectif si on reporte ici le sommet ici sur Ubisoft, donc le sommet qui est ici. Deuxième objectif ici, et on voit que c'est ce qu'a fait Ubisoft puisque les cours sont venus chercher la zone des 45 € ici. Alors on voit que les cours d'Ubisoft se sont repris, qu'on est revenu chercher cette zone. Alors quand on a ce genre de structure, je vais le mettre ici en noir, quand on a ce genre de structure, c'est-à-dire un double sommet ou éventuellement un double creux, ce qui se passe parfois sur le cours, c'est que celui-ci vient chercher le milieu comme ceci du double sommet ou du double creux. Donc on a ici une structure et on voit que la moitié de cette structure est à peu près par ici et on voit que les cours sont venus chercher le milieu de cette structure. Généralement ce qui se passe c'est qu'on vient chercher le milieu de cette structure et puis on voit qu'on a une zone de résistance quand on a un double sommet comme ici, ou on a éventuellement une zone de support quand on a un double creux donc sur les structures en double bottom. Donc on a potentiellement ici une très forte résistance, on voit que les cours d'Ubisoft sont fortement repartis à la baisse, on voit qu'on a une cassure ici des moyennes mobiles ici, c'est-à-dire que les cours sont venus casser les moyennes mobiles, et puis de manière relativement importante, puisqu'on voit que la baisse ici entre décembre 2020 et aujourd'hui est d'environ 42% sur Ubisoft. Alors on sait que Ubisoft a eu d'autres problèmes en interne notamment, ce qui a probablement joué sur le cours de bourse. Alors on va regarder autre chose, on avait ici une sorte de canal baissier comme ceci. Alors on est venu le casser ici, on est venu s'appuyer sur celui-ci et puis on est en train de le réintégrer. Je vais enlever ce canal baissier et puis on va essayer d'observer autre chose. Ce que je vois ici potentiellement et ce qui représente le plus de risque à mon avis, c'est ce potentiel double top beaucoup plus important. Donc je vais le matérialiser comme ceci. Je le fais devant vous, comme ça c'est intéressant aussi pour vous de voir comment je trace mes structures. Donc on a potentiellement ici un double top, un nouveau double top, donc je vais le superposer. On a quelque chose comme ceci, avec un potentiel double top beaucoup plus important. Et bien entendu, si ce double top se matérialise, on pourrait avoir en tout cas une baisse de cours beaucoup plus marquée sur Ubisoft. Et il est là pour moi le principal danger sur le titre, en tout cas d'un point de vue technique. Donc je vais sauvegarder tout ça. On a donc un potentiel double top beaucoup plus important que le précédent. J'ai quand même laissé le précédent pour qu'on puisse le visualiser. Et donc ce qu'on va surveiller sur Ubisoft, c'est la capacité du titre à remonter. Pourquoi? Parce que on pourra avoir un double top qui est en réalité une sorte de triangle de consolidation comme ceci. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, et donc ce qu'on pourra avoir, c'est soit une remontée des cours qui viendrait marquer éventuellement un triangle de consolidation avant une reprise haussière plus marquée, ou alors c'est effectivement un double top, auquel cas on pourra avoir une baisse beaucoup plus importante sur le titre Ubisoft. On se rappellera cependant qu'on est ici à proximité d'une zone de support, et donc que pour le moment mon scénario privilégié c'est potentiellement une consolidation, en tout cas une reprise haussière à l'intérieur de ce triangle avant potentiellement une reprise haussière plus marquée sur le titre Ubisoft. Voilà, donc méfiance sur le titre Ubisoft. Alors très rapidement quand même, j'aimerais juste savoir jusqu'où on pourrait aller potentiellement en cas de forte dégradation sur le titre. On va le mettre comme ceci, donc ici sur la zone de cassure ici. Donc ça nous donnerait potentiellement un retour d'Ubisoft dans la zone des 22-23 €. Pour le moment ça paraît prématuré, mais on gardera ce scénario en tête. Pour le moment mon scénario privilégié c'est une tentative de reprise haussière à l'intérieur de ce potentiel triangle. On verra bien entendu s'il s'agit d'un triangle de consolidation ou d'un double sommet. Alors ce que je fais de mon côté, c'est que je n'entre pas sur ce genre de configuration. Pourquoi? Parce que j'estime que le risque d'accélération baissière est beaucoup trop important. Je préfère attendre de mon côté de voir si effectivement on a une accélération baissière, auquel cas il y aurait potentiellement des niveaux intéressants plus bas, ou bien si on a une réintégration du triangle et éventuellement une cassure de la résistance oblique qui est ici. Donc de mon côté, je préfère attendre de voir ce qu'il se passe sur ce genre de titre avant de prendre des positions. On voit ici qu'au niveau du RSI, le dénouement pourrait intervenir à l'horizon 2023, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une année soit de baisse ici,
soit de consolidation à l'intérieur de ce triangle avant une reprise haussière plus marquée. Alors on va maintenant passer à un deuxième titre du secteur des jeux vidéo qui est Focus Home Interactive. Alors sur Focus Home Interactive, on voit qu'on a la même baisse que sur Ubisoft, en tout cas récemment, tout simplement parce que le secteur des jeux vidéo est en forte correction. Vous savez qu'on a, un régulateur chinois qui a tapé récemment sur Tencent Holdings et sur d'autres entreprises chinoises du jeu vidéo. Ça impacte notamment NetEase en Chine et ça impacte toute l'industrie du jeu vidéo à travers le monde puisqu'on a des restrictions, ce qui fait que les bénéfices de ces entreprises devraient être moins importants que prévu. Et donc on a une correction sur tout le secteur et on voit que le cours de Focus Home Interactive est en baisse de 37% au cours des derniers mois. Donc on a ce même type de baisse sur Focus Home Interactive. Ce qu'on voit historiquement, c'est qu'on a une sorte de support, ici je vais le mettre en bleu, donc le titre est coté depuis 2015, on a une sorte de support oblique haussier ici, donc en bleu, et on voit qu'on a une évolution du cours qui de temps en temps s'échappe de ce support et puis revient chercher ce support. Alors on verra si c'est le cas ou si l'entreprise est capable de croître plus rapidement, auquel cas on devrait avoir une reprise haussière sur le titre Focus Home Interactive. Ce qu'on notera au niveau des chandeliers japonais, c'est ceci, je vais le mettre en noir ici. On se rappellera que sur les Marubozu, on a deux zones de support. La première est ici, je la mets comme ceci, et puis la deuxième correspond au point bas du corps du chandelier, donc ici, je la mets comme ceci ici. Ce qui veut dire ici qu'on a deux zones de support, ce qui veut dire ici qu'on pourrait retrouver un courant acheteur. Je vous rappelle de mon côté que je préfère acheter entre ces deux zones, donc entre les moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes d'un côté et les moyennes mobiles 52-55 périodes de l'autre. Moyenne mobile exponentielle, je précise. Donc sur Focus Home Interactive, il faudra voir ce qui se passe dans cette zone, notamment au niveau du chandelier japonais qui est ici, et on pourra voir ici une zone de support avant une reprise haussière plus marquée, éventuellement voir ce qui se passe entre ces deux zones pour voir si on a le retour d'un courant acheteur éventuellement. Allez, on passe au titre Nikon. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai moi-même ce titre en portefeuille, donc il faut garder à l'esprit que je peux avoir un point de vue biaisé sur le titre. On est sur un titre qui est coté depuis 2020. Vous savez que de mon côté, j'étais plutôt baissier lorsque le titre évoluait dans cette zone, avec un objectif potentiel de retour dans la zone des 5 €, 4,50 € environ. Et donc on a bien eu ce retour des cours avec, vous voyez, on avait un canal haussier ici, on l'a cassé, on avait un objectif ici, donc report de canal ici, on est venu le chercher, on est venu rebondir dessus, et puis les cours sont repartis en direction d'un gap qui était ouvert ici dans la zone des 4,80 €. Vous voyez que les cours sont venus faire des plus hauts de plus en plus hauts, alors que le RSI, lui, est venu faire des plus hauts de plus en plus bas, donc on avait une divergence baissière ici, et puis les cours sont venus corriger ensuite avec un double sommet ici, accélération baissière, je l'ai expliqué, et puis une poursuite de la baisse ensuite. On voit ici qu'on a pour le moment une divergence haussière, c'est-à-dire que les cours sont en train de faire des nouveaux plus bas, alors même que le RSI 14 périodes, lui, est en train de faire des plus bas de plus en plus haut. Donc il faudra guetter ce qu'il se passe ici au niveau du RSI et puis surtout au niveau des cours pour voir si cette divergence haussière se confirme, auquel cas on pourrait avoir une reprise haussière sur le titre Nikon. Alors je préciserai ici que je suis en unité de temps hebdomadaire et non pas en unité de temps mensuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le titre est coté depuis 2020 et donc je suis obligé de zoomer un petit peu sur le titre pour avoir des éléments intéressants, en tout cas à analyser. On n'a pas un recul suffisant en unité de temps mensuelle pour pouvoir analyser le titre. Donc de mon côté, je suis plutôt haussier au niveau des fondamentaux sur Nikon. J'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos. Maintenant, il faudra voir au niveau du RSI pour voir si cette divergence haussière se confirme ou bien si elle est affirmée, auquel cas on pourrait venir éventuellement chercher les 4,20 € et puis éventuellement le milieu du marteau qui est ici dans la zone des 3,50 €. Ce n'est pour le moment pas mon scénario privilégié. Allez, on passe au titre Xelam Animation, toujours dans le secteur des jeux vidéo. Donc on voit que le cours a connu une très très forte hausse depuis 2016. On va regarder ça tout de suite, puisque le cours a pris 3000%, donc c'est un 29 bagger, croissance exceptionnelle de Xelam Animation en bourse. On voit que depuis, et c'est souvent ce qui se passe quand la croissance est extrêmement rapide, depuis le cours consolide, et donc vous voyez qu'on a fait un sommet ici, on a atteint un sommet en 2018, et depuis le cours évolue, on va regarder ça tout de suite, évolue 42% plus bas.
On note ici la présence d'un triangle. Alors il peut s'agir d'un triangle de consolidation, c'est-à-dire qu'on a des oscillations dans ce triangle avant une cassure éventuelle par le haut de ce triangle et une reprise haussière du cours de bourse de Xylem Animation, ou bien il peut s'agir d'un triangle de retournement qui pourrait nous amener un cran plus bas, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une cassure par le bas ici et puis une rechute du cours de Xylem Animation et une redescente du titre un peu plus bas. Bien entendu, il est trop tôt pour le dire, on note simplement la cassure ici du support oblique haussier sur le RSI 14 périodes, première indication de faiblesse, donc on pourra avoir une rechute des cours ici éventuellement en direction des 32 €, en tout cas à court terme, et ensuite bien entendu il faudra voir ce qu'il se passe pour savoir si ce triangle est un triangle de consolidation ou bien un triangle de retournement. Donc méfiance sur le titre Xylem Animation. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'une phase de consolidation ou bien s'il s'agit d'une phase de retournement à venir. Il faudra rester prudent sur le titre. Allez, je vais passer très rapidement à des valeurs de type énergie verte. Donc on va commencer avec Neoen et puis je passerai ensuite à McPhy Energy. Donc pour Neoen, on a tout simplement un titre qui a connu une très forte hausse. Donc c'était entre 2019 et 2021, puisque le titre, on le voit, a pris, on va regarder tout de suite, le titre a pris 300%. On voit que depuis, le titre a fortement corrigé, puisque le titre, depuis son dernier sommet, est en baisse. Je vais regarder le cours actuel, est en baisse d'environ 45-46%. Donc une très forte correction sur le titre. Alors ce que je vais faire, c'est que je suis en unité de temps mensuelle, on va passer en unité de temps hebdomadaire pour y voir plus clair, puisqu'on n'a pas suffisamment de données. Donc en unité de temps hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est effectivement une très belle correction. On peut voir surtout ici qu'on a une consolidation dans cette correction, donc dans ce mouvement baissier, on a désormais une sorte de consolidation ici au sein d'un triangle, donc une latéralisation du mouvement, donc entre les zones 32 € environ en bas et 38 € environ en haut, et avec une consolidation ici qui se contracte. Donc à un moment on va avoir une sortie soit par le haut soit par le bas. Alors si jamais on avait une sortie par le bas, on pourrait venir rechercher la zone de gap qui est ici, située à 25 € et qui correspondrait également au support oblique haussier qui est ici. C'est de mon côté le scénario que je privilégie et donc je vais le mettre ici parce que j'ai quand même un scénario préféré ici. En tout cas privilégié, c'est un retour potentiel en direction à un moment de, et je vais le mettre un peu comme ceci, ça pourrait intervenir plus tard, en direction de cette zone de support et éventuellement de ce gap haussier qui avait été ouvert ici en 2019. Donc ça c'est mon scénario privilégié sur Neoen. Quand on regarde les fondamentaux, c'est pareil, le titre est extrêmement bien valorisé, pour ne pas dire trop bien valorisé. On sait également qu'on a une augmentation de capital à 28 € et donc potentiellement les cours pourraient revenir dans cette zone des 28, 26, 25 €, pourquoi pas. Voilà, donc valeur intéressante à plus long terme, mais à court terme, valeur peut-être trop bien valorisée. En tout cas, de mon côté, je reste extrêmement prudent sur ce genre de valeur. Je pense que ce n'est pas forcément à ces prix-là qu'il faut entrer sur ce genre de valeur. En tout cas, c'est une valeur de mon côté que je ne souhaite pas entrer en portefeuille à ces prix-là, même si, bien entendu, le marché peut me contredire et emmener le titre beaucoup plus haut par la suite. Je trouve que les ratios de valorisation sont trop élevés pour le moment sur Neoen. Encore une fois, ce n'est que mon avis et certainement pas un conseil en investissement. Allez, on passe au titre McPhy Energy, donc toujours dans les énergies vertes. On voit que le cours de bourse a connu une flambée entre décembre 2019 et janvier 2021 avec une hausse du cours de 1287%, c'est-à-dire qu'on a affaire à un 11 bagger sur McPhy Energy. On voit que depuis, les cours de McPhy Energy se sont fortement contractés puisque les cours ont baissé de 57, même un peu plus de 59%. Donc ça c'est un point intéressant, c'est que généralement sur ce genre de titre on a des flambées très brèves qui durent quelques trimestres et puis dans la foulée on a de très très fortes corrections et donc il est important quand on investit en bourse de ne pas succomber au FOMO et de regarder les fondamentaux. Vous savez que de mon côté je fais à la fois de l'analyse technique et surtout de l'analyse fondamentale. Et donc il est important de, éventuellement, quand on est un investisseur de long terme, de concilier les deux.
Donc au niveau purement technique ici, on avait une divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes. On le voit ici, on avait des cours qui faisaient des points hauts de plus en plus haut et on avait un RSI qui faisait des points hauts de plus en plus bas. Donc divergence baissière, on voit que cette divergence baissière a été validée par la suite et donc a été corrigée depuis. Le cours de McPhy Energy oscille sur une zone que j'aime bien de mon côté, c'est-à-dire entre les zones 3 et 4. Vous savez que de mon côté, j'aime bien construire des positions à long terme sur ces zones en unité de temps mensuelle. Alors bien entendu, la vraie question, c'est est-ce que McPhy Energy peut se stabiliser dans ces zones et repartir de l'avant, ou bien est-ce que McPhy Energy peut descendre un cran plus bas? Je pense de mon côté qu'on pourrait venir chercher la zone ici des 12 € et pourquoi pas à un moment la zone des 9,50 €, 10 €, c'est pas une impossibilité ici. Encore une fois, et comme pour Neoen, le marché a énormément d'attentes pour McPhy Energy, donc je ne suis pas sûr que l'entreprise soit capable de délivrer ce qui est attendu par le marché dans les prochains trimestres, et donc on pourra avoir une poursuite de la baisse sur le cours, même si on observe ici des chandeliers à petits corps. Donc on a ici un doji, on a ici une sorte de doji pierre tombale à nouveau, et puis on a une toupie ici, donc on a 3 mois dans lequel le titre n'a quasiment pas bougé. Ça c'est plutôt sain. La vraie question c'est est-ce que c'est une consolidation horizontale avant une reprise du mouvement baissier, ou bien est-ce que c'est un point d'arrêt ici avant un retour des acheteurs ici? Il est impossible de le dire actuellement. Donc méfiance sur McPhy Energy, il faudra voir ce qu'il se passe au cours du prochain ou des prochains mois pour savoir si on a une accélération, une reprise en tout cas du mouvement baissier ici, ou bien si on a un début de retournement ici, auquel cas il faudra repasser au-dessus des moyennes mobiles qui sont ici. Allez, je passe à SMCP, donc un titre que j'ai également en portefeuille comme Nikon. Donc on a des choses très intéressantes à dire sur le titre. On voit que le titre a connu une forte baisse entre 2018 et 2020, puisque le titre est passé de 25 € à 3,50 €. On sait par ailleurs que d'un point de vue fondamental, l'entreprise a une très belle croissance du chiffre d'affaires, mais a des petits soucis avec ses bénéfices puisqu'elle fait des pertes et elle a été notamment impactée par la pandémie. On sait cependant que l'entreprise est en forte croissance en Chine et donc présente des perspectives intéressantes à plus long terme. Alors, je viens de zoomer sur le titre, on est en unité de temps hebdomadaire. Ce qu'on observe premièrement, c'est un triangle de retournement ici en bleu. On voit que le cours de SMCP s'est extirpé à la hausse de ce triangle de retournement et puis est en train de former ce qu'on appelle une tasse à séquence. Donc on a une ligne d'eau ici située aux alentours des 7,50 € environ et puis on a une tasse ici et une anse ici. Vous savez que sur ce genre de structure, lorsqu'on a une cassure de la ligne d'eau ici, on a deux objectifs potentiels, le report de l'anse dans un premier temps. Donc report de l'anse, ça nous emmènerait aux environs des 11 €, et puis report de la tasse ici qui nous emmènerait aux alentours des 12 € potentiellement. On sait également que l'actionnaire majoritaire de SMCP n'est pas en grande forme, ce qui veut dire qu'on a des rumeurs qui nous indiquent que potentiellement un groupe de luxe pourrait être intéressé par SMCP, et c'est ça je pense qui dope le cours de bourse de SMCP en ce moment. Bien entendu il faudra voir si ces rumeurs sont avérées ou non, ça ne reste pour le moment que des rumeurs. Bien entendu, si ces rumeurs sont avérées, on pourrait avoir une reprise très rapide du cours de bourse, en tout cas une remontée très rapide du cours de bourse de SMCP au cours des mois qui viennent. De mon côté, je vais continuer à surveiller cette tasse à séquence pour voir si on a une cassure de la ligne d'eau ici, avec potentiellement une accélération haussière, éventuellement à l'aide d'un Marubozu en direction des 8,50 € dans un premier temps. Au niveau du RSI 14 périodes, on voit que le RSI évoluait en dessous d'une zone de résistance ici. On voit que cette zone de résistance a été cassée en octobre 2020 avec une première ascension. Et puis on a eu une correction baissière ici avec un RSI qui évolue désormais un cran plus bas. Donc il faudra voir ce que ça donne au niveau du RSI, à savoir est-ce que le RSI reste sur ces niveaux, sur ce support oblique haussier, ou bien est-ce que le RSI descend encore un cran plus bas, auquel cas on pourra avoir une consolidation, une nouvelle consolidation ici sur le cours de SMCP. Ce n'est pas pour le moment mon scénario privilégié. Voilà, donc à suivre sur SMCP, on pourra avoir des cours relativement volatiles dans les semaines qui viennent, donc il faudra suivre un petit peu l'actualité et puis suivre ce qu'il se passe sur le titre SMCP. Allez, on passe au titre Eutelsat que j'ai en portefeuille au même titre que Nikon et SMCP, donc je peux être biaisé dans mon analyse et donc il faut en avoir conscience lorsque vous regardez cette vidéo. Alors je vais enlever les volumes ici. Ce qu'on va regarder, c'est à la fois l'évolution du cours de bourse et l'évolution du RSI 14 périodes ici. Il y a des choses intéressantes à dire.
Alors on reprend mon analyse ici, je n'ai pas modifié les graphiques, hein. On avait ici un biseau descendant, l'idée c'était qu'on avait parfois sur les biseaux descendants des cassures par le bas avant une réintégration du biseau et une accélération haussière. C'est ce qu'on a eu ici, et puis on a une tentative de remonter en direction de ce biseau actuellement. Alors, vous voyez qu'on est un petit peu décalé par rapport à ce que j'anticipais, mais globalement on a des choses relativement similaires avec une reprise haussière ici relativement marquée. Au niveau du RSI 14 périodes, on avait une résistance oblique baissière ici. On voit que celle-ci, ou en tout cas que le RSI est sorti par le haut de cette zone, donc a cassé sa résistance oblique baissière, est venu faire un point d'appui ici, donc est venu marquer cette résistance en tant que zone de support, donc avec une inversion de polarité, et puis le RSI est reparti très fortement à la hausse récemment. Alors je vais zoomer sur le cours de Telsat dont on parle beaucoup actuellement, puisque Patrick Drahi a fait une offre de rachat de Telsat et a proposé 12,10 € par action, offre qui a pour le moment été rejetée à l'unanimité par Eutelsat. Donc sur Eutelsat, on observe ceci, on a une sorte de tasse à séquence ici, je vais le dessiner ici, je vais essayer de le faire proprement, donc on va tracer ça comme ça, voilà. Je vais essayer de tracer ça proprement, donc ça nous donne quelque chose comme ceci. On a une tasse à séquence ici, on voit qu'on a une sortie de cette tasse à séquence à l'aide d'un Marubozu ici, donc sur l'annonce du rachat potentiel, ou en tout cas de la volonté de rachat de Telsat de la part de Patrick Drahi. Et donc on a une accélération haussière. On va regarder où cette accélération haussière peut nous mener en regardant la taille de la tasse ici. Donc je vais reporter la taille de la tasse sur la zone de cassure. Ça pourrait nous emmener aux environs des 12,89 €, 13 € dans un premier temps. Donc on va mettre ça en vert ici, comme ceci, et donc on a un premier objectif qui correspond quasiment à la réintégration du biseau descendant en rose. Donc ça c'est un premier objectif potentiel. De mon côté, je pense que l'offre de Patrick Drahi sur Eutelsat pourrait intervenir aux alentours de 15 € par action. Alors pourquoi je dis 15 € par action? Tout simplement parce que si on prend le cours moyen des 3 derniers mois, c'est généralement ce qu'on regarde lorsqu'on a des offres comme celle-ci, le cours moyen de Telsat sur les 3 derniers mois est d'environ 10 €, auquel on peut ajouter éventuellement une prime de 50%, ce qui nous donne un prix de 15 € par action. Alors pourquoi une prime de 50% sur Eutelsat? Tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que la prime moyenne sur ce genre d'opération est d'environ 25 à 30%. C'était la prime moyenne observée en 2020 par exemple. Et puis deuxième raison, c'est que Eutelsat étant très décoté, étant une cash machine avec un relais de croissance important avec la participation dans OneWeb, puisque Telsat a désormais une participation d'environ 17,4% dans OneWeb, ça nous donne un relais de croissance extrêmement important, et je pense que ceci mérite une prime d'environ 50%, donc au-dessus de la prime moyenne observée généralement sur ce genre d'opération. Et si on fait ce calcul très rapide, ceci nous donne un prix d'environ 15 € par action. Et donc je pense que c'est le prix que pourrait offrir Patrick Drahi pour mettre la main sur la société Eutelsat. Bien entendu, ce n'est que mon opinion et en aucun cas un conseil ou une prédiction sur ce qui va se passer au niveau de l'offre ou non de Patrick Drahi. Alors cette offre de rachat nous dit quoi également sur Eutelsat? Ça nous dit qu'il y a de la valeur, cachée, et que probablement le marché se trompe sur la vraie valeur de Telsat. C'est ce qu'on peut voir. Si quelqu'un comme Patrick Drahi s'intéresse à Eutelsat, c'est que le titre est potentiellement très décoté et donc il souhaite rentrer à bon prix pour pouvoir se positionner et profiter potentiellement de la participation de Telsat dans OneWeb qu'il détient à 17,4% et qui va venir concurrencer les projets Starlink et Kuiper de Elon Musk d'un côté et Jeff Bezos de l'autre. Et donc je pense qu'il y a de la valeur cachée dans Eutelsat, je pense que Patrick Drahi l'a bien compris, et je pense également qu'une offre à 15 € par action serait le minimum qu'un actionnaire pourrait accepter sur le titre. Voilà, bien entendu, on verra ce qu'il se passe dans les semaines et les mois qui viennent sur Eutelsat. En attendant, je vais passer à l'entreprise BIC. Allez, on passe au titre Société BIC, qui est une entreprise que j'ai également en portefeuille, et donc je peux avoir un point de vue là aussi légèrement biaisé lorsque je procède à l'analyse technique de ce titre.
Alors on peut voir que le titre s'est extirpé par le haut du canal oblique baissier qui courait depuis 2015, donc on avait une baisse du cours de BIC, on a eu une baisse du cours de BIC entre 2015 et 2020. On voit ici que le titre s'est repris en novembre 2020, est venu casser la résistance oblique ici, est venu faire un plus haut à 65 € et est en train de consolider désormais avec un retour sur la zone des 51 €. On note par ailleurs que cette sortie par le haut du canal oblique baissier coïncide avec une sortie par le haut au niveau du RSI, puisqu'on note ici une divergence haussière au niveau du RSI, puisqu'on avait des cours qui faisaient des plus bas de plus en plus bas, et on avait un RSI, lui, qui venait faire des plus bas de plus en plus haut, donc divergence haussière qui s'est confirmée ici au niveau des cours, et donc on a un RSI qui s'est extirpé de sa zone de résistance ici en noir. Alors si on regarde les volumes ici, on note que ceci était relativement important dans le courant de l'année 2019-2020. On voit que depuis, on a une reprise haussière avec des volumes en hausse, donc c'était ici, et puis on a eu un tassement des volumes et on note une consolidation ici avec des volumes en baisse. De mon côté, je pense qu'il s'agit d'une consolidation avant une reprise haussière plus importante. On verra ce que ça donne. Alors, on va zoomer rapidement sur le graphique. Je vais enlever les volumes pour qu'on y voit plus clair. Ce qu'on peut voir ici, c'est une reprise haussière. Donc, on a une structure en englobante ici au niveau des chandeliers japonais. On a un chandelier qui vient englober le chandelier précédent, puis une consolidation et une reprise haussière plus marquée. On a ici l'apparition d'une étoile filante sur l'ancienne zone de support qui fait office de résistance, en tout cas à court terme. On verra si ça perdure. On a une consolidation ici, on avait des toupies baissières ici, on a un chandelier plus baissier ici. Et donc il va falloir voir ce qui se passe dans cette zone des 51 €. De mon côté, je pense que les cours pourraient consolider dans la zone 47-51 € ici. On note qu'on est toujours au niveau de la zone des 48 € que j'avais identifié il y a plus d'un an maintenant. De mon côté, je m'attends à une consolidation potentiellement légèrement plus marquée dans la zone des 47-51 € et je pense que dans cette zone, on devrait avoir l'apparition d'un nouveau courant acheteur. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'au niveau des fondamentaux, BIC a un bilan des plus solides, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune dette, elle a une trésorerie extrêmement positive et surtout elle procède actuellement à des rachats d'actions, ce qui veut dire que le cours de bourse pourrait être à nouveau entraîné à la hausse puisqu'on a une diminution du nombre d'actions en circulation. On note par ailleurs au niveau des bandes de Bollinger un rétrécissement de ces bandes de Bollinger, c'est-à-dire qu'on est probablement parti pour consolider dans cette zone avant potentiellement un retournement plus marqué à plus long terme, donc un turnaround pour Société BIC. Au niveau du RSI, je m'attends potentiellement à un retest de ce support ici, et donc ça pourrait coïncider avec une consolidation plus marquée dans la zone des 47-51 €. Maintenant, il faudra voir si effectivement on a un nouveau courant acheteur dans cette zone, auquel cas on pourrait anticiper un retournement à plus long terme. En tout cas, c'est ce que j'attends sur le titre Société BIC. Alors bien entendu, il est encore un peu tôt pour estimer le potentiel haussier du titre Société BIC. De mon côté, je pense qu'on pourrait ici former une sorte de double bottom, donc double creux, structure en double creux, auquel cas on pourrait ici reporter la hauteur de ce double creux, à savoir une vingtaine d'euros sur les 60 €, ce qui veut dire que le titre pourrait à terme remonter au-dessus des 80 €. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Bien entendu, on n'a pas encore tous les éléments qui nous permettent d'être certains d'un retournement sur le titre BIC, donc il faut rester prudent pour le moment. Voilà, donc on verra ce qu'il se passe dans cette zone des 47-51 € pour voir si on a effectivement ou non le retour d'un courant acheteur. Et puis on guettera éventuellement la formation d'un double bottom par la suite, donc au cours de l'année 2021. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le titre et on va tout de suite passer au titre Inat Pharma. Alors, on passe au titre Inat Pharma. Donc, sur Inat Pharma, on a eu pas mal d'informations ces derniers temps, puisqu'on a eu des résultats très intéressants sur l'une des molécules d'Inat Pharma, et donc le titre s'est fortement repris. Alors, si vous suivez mon portefeuille PEA, vous savez que j'ai renforcé ma position sur Inat Pharma dans la zone des 3,90 €, donc par ici. Et puis, ce que j'ai fait ensuite, et que je fais généralement sur ce genre de titre très spéculatif, c'est que j'ai tendance à couper mes positions en deux au fur et à mesure de la hausse très importante du titre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une première partie de position au-dessus des 5 € et puis j'ai coupé une seconde partie de position au-dessus des 6 € et il me reste aujourd'hui un reliquat de position que je n'ai pas l'intention de vendre
pour le moment. Donc l'idée sur ce genre de valeur biotech, c'est de regarder le niveau de trésorerie, puis bien entendu dès qu'on a une information très intéressante, comme ici pour Inat Pharma, c'est-à-dire qu'on a une molécule qui a priori marche extrêmement bien, eh bien on a des acheteurs qui reviennent se positionner sur le titre de manière extrêmement spéculative. Donc de mon côté, j'ai profité de la reprise haussière sur le cours pour empocher des plus-values et puis je conserve un reliquat en portefeuille que je n'hésiterai pas à renforcer si le titre venait à se contracter davantage. Alors on pourrait imaginer ici un retour. On regarde ici le chandelier, donc le corps du chandelier, on a une mèche haute extrêmement importante, on regarde le corps du chandelier, on pourrait éventuellement rechercher la zone des 4,30 €, 4,25 €. Alors si c'était le cas, je pourrais réfléchir à éventuellement renforcer ma position de nouveau sur Inat Pharma, toujours en mode spéculatif. Alors bien entendu, sur ce genre de titre, l'idée n'est pas de se surexposer, mais plutôt d'avoir des petites lignes en portefeuille en mode option, c'est-à-dire que si le titre s'envole, bien entendu, ça profite au portefeuille. Puis si le titre ne performe pas bien, la perte est relativement minime par rapport au reste des positions en portefeuille. On voit ici qu'on a un corps relativement important et donc comme d'habitude sur ce genre de corps, on peut avoir une zone de support située au milieu du corps de ce chandelier. Et donc je le mets ici. Donc on a un potentiel support ici sur la zone des 4,21 €. Donc ce qu'on pourrait observer éventuellement, c'est une consolidation du titre un peu plus marquée. Je vais le mettre ici comme ceci avant une reprise haussière plus importante et donc c'est ce qu'on guettera sur le titre Inat Pharma. Je vais le mettre comme ceci. Bien entendu, c'est un scénario potentiel, ce n'est pas forcément ce qu'il va se réaliser. Alors de mon côté, je continuerai à suivre le titre et puis bien entendu, si le titre revient chercher la zone des 4,20 € ou descend légèrement en dessous, je pourrais être tenté de renforcer de nouveau ma position. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste un petit peu ma réflexion par rapport à ce titre Inat Pharma. Encore une fois, il faut rester extrêmement prudent sur ce genre de titre. Voilà en gros ce qu'on avait à dire sur le titre. On voit ici au niveau du RSI 14 périodes que le RSI s'est extirpé de sa zone de résistance ici en bleu. Et donc on pourrait avoir ici un pullback au niveau du RSI qui correspondrait à un pullback ici. J'avais par ailleurs par le passé attiré votre attention sur le fait qu'on avait une divergence baissière ici. Donc on a des cours qui faisaient des plus bas de plus en plus bas et puis on avait ici un RSI qui faisait des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez que je peux même remonter cette zone ici et je vais la mettre en bleu. Et donc on avait une divergence haussière ici qui a depuis été corrigée. On le voit ici, hein, les points bas étaient ici et donc on est revenu ici au niveau du point bas qui était ici. Voilà, donc prudence sur Inat Pharma, attention de ne pas être trop spéculatif sur le titre non plus, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre une partie de ses bénéfices de temps en temps et puis laisser filer le reliquat éventuellement, c'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Inat Pharma. On va maintenant passer au titre GTT. Alors on a des choses intéressantes à dire sur le titre GTT. Le titre GTT évoluait au sein d'un canal haussier, on le voit ici, canal haussier, et puis on a eu l'apparition d'un premier sommet ici et puis d'un deuxième sommet ici, le tout dans un potentiel triangle de consolidation ou de renversement, on ne le sait pas encore. Alors ça c'était la question qu'on avait il y a quelques mois, vous voyez que j'avais mis une flèche ici, on pouvait partir dans les deux sens, alors à l'époque on n'avait pas le deuxième sommet, j'avais dit qu'ici on avait potentiellement une zone de résistance et donc on pouvait soit partir, casser cette zone de résistance, rechercher les plus hauts ici, ou bien redescendre en bas et c'est ce qui s'est passé ici sur le titre GTT. J'avais signalé ici qu'on avait une faiblesse au niveau potentiellement du RSI 14 périodes. Donc la question qu'on va se poser sur GTT c'est est-ce que le titre est en consolidation ? Auquel cas on aurait ici l'apparition potentiellement d'une dernière rotation avant une reprise haussière éventuelle, ou bien est-ce que le titre est en train de former un double sommet, et c'est ce que je vais montrer ici. Donc je vais dessiner ici le potentiel double sommet, on va le mettre en rouge comme ceci, et donc vous voyez ici on a potentiellement un double sommet sur GTT, et c'est potentiellement le point d'interrogation le plus important que j'ai sur le titre. C'est-à-dire est-ce qu'on est en phase de consolidation, donc de latéralisation du mouvement, ou bien est-ce qu'on est en phase potentiellement ou en tout cas d'un retournement beaucoup plus important. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait observé sur le titre Ruby, pour ceux qui suivent le titre Ruby. Donc le problème qui se pose ici sur GTT, c'est qu'on a potentiellement un double sommet avec une ligne de coup ici, et donc si on vient casser la ligne de coup ici, le titre pourrait redescendre sur un niveau situé à environ 48.
50 €. On voit qu'on a une belle zone de gap ici, gap haussier, donc qui ferait office de zone de support ici. On verra également si le RSI est en mesure de s'extirper de cette zone de résistance ici, ou bien si le RSI redescend sur sa zone de support historique. Donc de mon côté, je reste extrêmement méfiant sur le titre GTT. C'est un titre avec de très bons fondamentaux, mais un titre dont le chiffre d'affaires est en décroissance cette année, et donc ça attire beaucoup moins les investisseurs qui préfèrent les titres ayant une forte croissance. Et donc on pourrait tout à fait avoir une consolidation beaucoup plus marquée sur le titre, avec un retour dans cette zone, auquel cas bien entendu on pourrait profiter de ce retour dans cette zone pour accumuler une position sur GTT. Alors GTT est un titre que je suis personnellement, c'est un titre que j'ai dans ma watchlist, et donc de mon côté je resterai vigilant pour voir si le titre parvient à revenir dans cette zone, auquel cas bien entendu je continuerai à suivre les fondamentaux, et puis je pourrai éventuellement prendre une position sur le titre. Alors vous voyez, je vous ai mis très rapidement le titre Ruby, et vous voyez qu'on a une configuration identique avec une sorte de double top ici. Alors on a un triple top atypique en réalité, mais on a ici un premier top très important et puis un deuxième top beaucoup moins important. Vous voyez qu'ici on vient chercher les objectifs les uns après les autres, et donc on a une baisse conséquente ensuite, et donc c'est ce qui pourrait se produire sur le titre GTT également, et donc il faudra rester méfiant. On sait que Ruby avait à cette époque de très bons fondamentaux également, c'est la même chose pour GTT. Maintenant, quand un titre comme ça est délaissé par les investisseurs institutionnels pendant un certain temps, on peut avoir ce genre de chute, comme ici sur Ruby. Alors sur Ruby très rapidement, du coup je vais en parler. Sur Ruby, on a une reprise baissière de nouveau. Vous voyez que de mon côté j'avais un objectif situé à 25 €, 26 € environ. On voit que les cours sont désormais aux alentours des 29 €. Donc on a une nouvelle rotation ici. Il faudra voir si on est en mesure de venir chercher cet objectif, auquel cas on devrait certainement venir s'appuyer sur la zone ici qui correspond au canal oblique haussier en bleu. Vous voyez qu'on a un canal oblique haussier historique, et donc les cours depuis les années 1980 oscillent au sein de ce canal, et donc on pourra avoir un retour au moins au niveau du sommet de ce canal situé aux environs des 25 € environ. Alors on guettera également ce qu'il se passe au niveau du RSI. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir un plus bas ici avec une divergence haussière sur le RSI, ce qui pourrait être intéressant éventuellement pour prendre une position à plus long terme sur Ruby. Pour le moment, la tendance est toujours baissière sur Ruby. Pourquoi? Parce qu'on est venu faire une oscillation ici sur la zone de support qui fait désormais office de zone de résistance. Et donc il va falloir voir ce qu'il se passe ici pour voir si les cours parviennent à atteindre l'objectif qui est ici et qui correspond au report de l'oscillation qui est ici au niveau du double sommet. Voilà, donc prudence sur Ruby, on aura peut-être des opportunités d'achat dans cette zone, donc dans la zone des 25-26 € ici. Affaire à suivre. Allez, je vais terminer cette vidéo avec le titre Prosus. Donc Prosus, j'en ai parlé longuement dans mes vidéos, mon portefeuille PEA. On se rappelle ici qu'on avait une figure d'élargissement, donc figure d'élargissement, cassure par le bas ici. On est venu chercher un premier objectif ici, et puis on avait le report ici de cette dernière oscillation, ici, sur la zone de cassure quasiment, et donc on avait un objectif situé dans la zone des 64-65 €. On voit qu'on est venu chercher les 65 €, si je regarde ici, les 65,71 €. Donc sur Prosus, on a un magnifique marteau ici, et on voit que le cours de Prosus est en train de construire dans cette zone. On a un premier appui ici, puis un second appui. Je vous rappelle que le milieu de la mèche qui est ici fait office de zone de support, c'est le cas sur les marteaux. On sait également que le bas du marteau, donc je vais me décaler, fait potentiellement office de zone de support, donc je vais le mettre ici. On va le rajouter, voilà, comme ceci. Et donc le bas du marteau fait potentiellement office de zone de support ici, comme ceci, voilà. Et donc on va voir si les cours de Prosus sont capables de construire une reprise ici sur cette zone, auquel cas on pourrait avoir un rebond dans cette zone, alors soit dans cette zone, soit légèrement plus bas au niveau de l'objectif. Affaire à suivre. Sur Prosus, on n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les cours évoluent sous les moyennes mobiles, donc les 4 zones de moyennes mobiles que j'utilise. On voit que le cours est venu chercher la zone numéro 2, donc les moyennes mobiles 18-21 périodes ici, avant de repartir à la baisse. On se rappellera également que le titre est très corrélé au titre Tencent Holdings coté à Hong Kong, et donc il est important de suivre le titre Tencent Holdings pour avoir une vue sur ce qu'il se passe sur Prosus. Je vous rappelle que le coefficient de corrélation sur les 2 dernières années en base journalière est de 0,64, qui est une corrélation relativement importante.
Donc, affaire à suivre sur Prosus. En cas de très forte dégradation sur le titre Tencent Holdings, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ici un niveau très important qui correspond au milieu du corps du Marubozu qui est ici. Donc, je le place ici dans la zone des 56-57 euros. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un retour d'un courant acheteur dans la zone des 58-60 euros si jamais le titre venait à décrocher fortement, notamment le titre Tencent Holdings à Hong Kong. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Prosus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.